Retour de flamme à Verdun. Le relâchement de l'étreinte allemande sur Verdun permettra aux soldats français, sous le commandement du général Mangin, de passer à la contre-offensive les 24 octobre et 15 décembre. Voir chapitre 13. Le 24 octobre, le fort de Douaumont avait été enlevé par le bataillon du général Nicolai du régiment colonial du Maroc, sous les yeux des généraux Joffre et Pétain. Classé monument historique en 1970, le fort de Douaumont est ouvert aux visiteurs. La 50e division du 4e corps allemand n'attendit pas l'assaut du fort de Vaux. Il l'évacua le 2 novembre. Il fut également classé monument historique et on peut le visiter. Du 14 octobre au 15 décembre 1916, les troupes du général Mangin reprirent tout le secteur comprenant la région des deux forts et s'avancèrent jusqu'à Besanvaux et Carrières. Du 21 février au 20 décembre, les pertes furent estimées à 720 000 hommes. La France n'engagea que 66 divisions sur 75 et l'Allemagne n'en fit passer à Verdun que 42. L'offensive allemande ne visait pas essentiellement à gagner du terrain, mais à saigner l'armée française. Même à cet égard, le but capital de l'Allemagne n'a pas été atteint. Verdun fut la plus grande défaite de l'Allemagne. Elle avait toujours dominé ses adversaires. Le monde eut la révélation qu'elle avait cessé d'être invincible. Le 13 septembre, après avoir remis au nom de l'empereur de Russie la croix de Saint-Georges, du roi de Grande-Bretagne et d'Irlande la Military Cross, du roi d'Italie la médaille d'or de la valeur militaire, du roi des Belges la croix de Léopold Ier, du roi de Serbie la médaille d'or de la bravoure militaire et du roi de Monténégro la bataille d'or Austerlitz, au nom du gouvernement de la République, Raymond Poincaré décore la ville de Verdun de la croix de la Légion d'honneur et de la croix de guerre française. 17 autres suivront par la suite. Au total, Verdun recevra 27 décorations. Dans l'hôtel de ville, un musée conserve toute la valeur symbolique de Verdun. Elle honora ses défenseurs et se souviendra que c'est sous les voûtes de la citadelle basse que fut désigné par Auguste Thouin du 132e régiment d'infanterie le 10 novembre 1920 le soldat inconnu qui repose aujourd'hui sur l'arc de triomphe de l'Étoile de Paris. La gare de Verdun fut le point de départ pour transporter la dépouille du soldat inconnu. Une plaque y est apposée. Au centre de la nécropole nationale du faubourg pavé, en direction d'Étain, sous un tumulus surmonté d'une croix, reposent au milieu de plus de 4000 tombes les 7 soldats inconnus. Sous l'impulsion de Victor Schleiter, maire de Verdun de 1925 à 1933, c'est un véritable jardin du souvenir qui a été organisé autour du monument à la mémoire des aviateurs, tombés en service commandé pendant la Première et la Deuxième Guerre. En 1947, un nouveau monument, œuvre de Léon Cuvel, interné en 1917 au camp de représailles de Flabas, a été érigé en mémoire de tous ceux qui ont souffert. Le monument à la victoire et aux soldats de Verdun, adossé à l'ancien rempart du XIIe siècle, a vu sa première pierre posée le 23 juin 1920 et a été inauguré 9 ans plus tard par le président de la République, Gaston Doumergue. Ce mémorial, une colonne de 30 mètres de haut servant de piédestal à la statue d'un guerrier serein, s'appuyant sur son épée au fureau, est l'œuvre de l'architecte Maurice Chossenet et du sculpteur Jean Boucher. Au-dessus, 2 canons dominant la Meuse. De part et d'autre de la porte d'entrée de la crypte se trouve le livre d'or des médaillés de Verdun, ainsi que 2 plaques en bronze rappelant ce que fut la destinée de Verdun et de ses hommes. Situé place de la Nation, adossé au vieux rempart de Vauban, le monument, 5 soldats alignés, un cavalier, un territorial, un fantassin, un colonial, un artilleur, formant un bouclier, où sont inscrits les noms de 510 enfants de Verdun tombés au champ d'honneur et des 8 victimes civiles de la Première Guerre, a été inauguré le 1er novembre 1928. La plaque dédiée au général Mangin, le repreneur de Douaumont, est symboliquement fixée sur le rempart, tandis que la statue en pied du général Sarail, défenseur de Verdun en 1914, lui fait face. Le général Serré de Rivière a conçu un véritable bouclier protecteur, tandis que, sur le site lui-même, le commandant du génie Guinaud a été chargé de creuser ce que l'on va appeler très vite la citadelle basse. À l'entrée de l'avenue du 5e régiment d'artilleurs à pied, rebaptisée en 2014 avenue du soldat inconnu, 16 maréchaux de France forment comme une majestueuse garde d'honneur, avec, vers la gauche, les maréchaux Franchet d'Esperey, Gallieni, Fayolle et Monory. Tandis que le monument du service de santé souligne avec cette citation « Allez où la patrie et l'humanité vous appellent, toute l'importance matérielle et morale que cette citadelle a eue pour le soldat de Verdun. »
Devant la gare du rond-point des États-Unis, la borne routière est surmontée d'un casque de combattant français en bronze orné de Parme. C'est la dernière de l'itinéraire de Bar-le-Duc à Verdun, par où parvenaient les renforts et le ravitaillement français pendant la bataille de 1916. Elle est incluse aujourd'hui dans le monument de la Voie de la Liberté, dont les bornes jalonnent un autre itinéraire, celui emprunté par les Américains lors de la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de nécropoles militaires furent créées. Citons le cimetière national de Bévaux, qui rassemble en tombes individuelles plus de 3500 corps de 14-18 et 485 corps de 39-45. Parmi elles, celle du commandant Nicolaï du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, dont le nom reste attaché à la reprise du fort de Douaumont. Il fut tué devant Louvemont le 15 décembre 1916. Le cimetière de Bellerive, qui rassemble 1234 tombes individuelles. Parmi elles, la tombe du sous-lieutenant Louis-François Franchet d'Esperey, un des fils du célèbre maréchal, héros de la Marne en 1914. Le cimetière de Duny-sur-Meuse, qui rassemble 1971 corps de soldats français, dont le personnel médical tué dans le terrible incendie du tunnel de Tavannes le 4 septembre 1916. Le général Aimé, commandant la 67e division d'infanterie, tué le 6 septembre sur la position de Souville, est également enterré ici. Entre Bellerive et Duny-sur-Meuse fut construit en 1906 un ouvrage dit de la Falouse. C'est l'un des plus modernes du secteur. Il n'a jamais été bombardé. La vie quotidienne des soldats au repos y est présentée à l'aide de mannequins et une tranchée a été reconstituée à l'extérieur. On peut le visiter. À noter aussi, situé à 1 kilomètre du village d'Ansemont, à l'entrée du bois intitulé Les Cinq Frères, se trouvait pendant la période de 1915 à 1916 un terrain d'aviation. Cette plaque l'atteste. Convaincus que les armées russes étaient hors de cause, les Allemands, au moment de l'offensive sur Verdun, négligèrent le front russe. Or, au printemps 1916, les armées russes se reconstituèrent. Les Alliés et le Japon avaient fourni du matériel, des munitions et du ravitaillement. Aussi, pour venir en aide aux troupes françaises résistant à Verdun, pour soulager les Italiens sur le plateau des 7 communes avec les Autrichiens, les Russes décidèrent d'attaquer le 4 juin. Le général Broussilov infligea une cruelle leçon. Les armées austro-hongroises durent battre en retraite. La Bucovine fut entièrement reconquise, la Galicie envahie. Les Roumains sont tentés d'entrer dans la guerre en raison des échecs répétés des armées austro-hongroises. Ils brûlent de conquérir la Transylvanie, peuplée de Roumains. Le 17 août 1916, les Alliés obtinrent un traité d'alliance avec la Roumanie. Les Russes et les Franco-Britanniques du front du Salomique promirent d'intervenir contre les Bulgares. Alors, le 28 août 1916, la Roumanie déclara la guerre à l'Autriche. Aussitôt, les Allemands, Turcs et Bulgares déclarèrent la guerre aux Roumains, respectivement le 28, 30 août et le 1er septembre. En août 1914, le roi Carol de Hohenzollern régnait sur le trône, mais celui-ci mourut le 10 octobre 1916 et son neveu Ferdinand Ier lui succéda. Il avait épousé la reine Marie, une Anglaise. Il prit le commandement de ses armées. On le voit ici avec son fils étudiant la carte des opérations. Malheureusement, il était trop tard. Le 28 août, l'offensive du général Broussilov était déjà arrêtée. Renforcés par les Allemands, les Bulgares et les Turcs attaquèrent les Roumains, dont le plus gros des forces s'était aventuré en Transylvanie. Deux armées rassemblées en Hongrie par le maréchal Mackensen attaquèrent le 25 septembre en Transylvanie. Le 4 décembre, les forces allemandes, turques et bulgares se rejoignirent et le 6 décembre, elles entrèrent dans Bucarest. Insuffisamment soutenues par la Russie, les armées roumaines durent battre en retraite vers la mer Noire. Mais cette offensive a fragilisé le front allemand de l'Ouest, où les Alliés purent marquer un succès décisif à Verdun. Inquiet des répercussions internationales que la guerre sous-marine provoqua, le chancelier Bethmann Hollweg, chef du gouvernement du Reich, obtint l'appui de Guillaume II pour les faire cesser. Alors, le grand amiral Alfred von Tirpitz, partisan d'une guerre sous-marine à outrance, démissionna en 1916. Il avait fondé la marine impériale et l'avait commandée pendant 20 ans. Malgré tout, le 24 mars, plusieurs citoyens américains trouvèrent la mort lors du torpillage du paquebot français Success.
Alors, les États-Unis menacèrent de suspendre toute relation diplomatique. Le 31 mai 1916 s'ouvrit au large de Jutland le duel entre les deux grandes flottes anglo-germaniques. 250 bâtiments de guerre s'affrontèrent. Les Britanniques perdirent 6 croiseurs, 7 destroyers et 6000 marins, et les Allemands, un cuirassé, 4 croiseurs, 5 destroyers et 2500 marins. Toutefois, les Britanniques bloquèrent toujours les ports de l'Atlantique. Le blocus devint éprouvant pour les empires centraux. Le manque de produits alimentaires se fit cruellement sentir.